Enregistrement sur cet ordinateur. Alors, bienvenue à tous. On va démarrer ce quatrième webinaire de Ask Me Anything. Déjà, bienvenue. Et je suis Reda Kalaoui, votre hôte pendant cette séance. Et je suis coach produit chez Upvisory. Petite présentation d'Upvisory rapide. Donc, en fait, nous sommes un mix entre une agence et un cabinet de conseil. Et on accompagne nos clients dans la création de produits digitaux à succès, grâce à nos product managers qui les accompagnent sur mission opérationnellement pour créer leurs produits, et aussi à notre coach qui les aide à s'organiser sous un modèle d'organisation produit. Donc le but de cette séance de Ask Me Anything, c'est de vous faire un brief sur un sujet en particulier. Le but, c'est pas forcément de donner un cours magistral pour vous expliquer comment fonctionne et comment vraiment gérer son organisation produit à distance, mais c'est plus vous donner des tips au fur et à mesure de la séance, en discutant avec vous, en vous racontant un peu les euh, différents rex que nous, on peut avoir sur le sujet, de vous donner des tips à ce sujet-là. Donc en fait, on aura une vingtaine de minutes de présentation environ. Et ensuite, le reste du temps, ça sera du questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons juste après. Donc aujourd'hui, le sujet, comment gérer son organisation produit à distance. Donc c'est une tendance qui a été propulsée forcément avec le contexte actuel. Et on voit certaines entreprises qui n'ont pas eu le choix, qui ont dû passer d'entreprises travaillant de manière colocalisée à des entreprises qui travaillent à distance. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui ont fait ce choix dès leur création, et c'est le cas aujourd'hui d'Harvester. Et nous avons un de leurs CEO avec nous, Valentin Wang, qui va prendre la parole et qui va se présenter et présenter son contexte. Merci Reda, bonjour à tous. Donc moi c'est Valentin. J'ai cofondé, comme l'a dit Reda, Harvester. Nous aussi on aide les équipes à développer des produits digitaux à succès, mais on le fait via un outil, en l'occurrence une plateforme SaaS, qui réunit dans une seule interface la gestion des feedbacks utilisateurs, la priorisation des fonctionnalités, la construction de la roadmap et sa communication, pour aider justement les entreprises à structurer leur process de product management et à développer les meilleurs produits pour leurs clients. Donc nous, effectivement, on était une organisation à distance déjà avant le confinement et cet épisode qu'on vit en ce moment. Donc on a pas mal réfléchi à nos process, à comment bien nous structurer côté produit pour que ça fonctionne bien depuis la discovery jusqu'à la delivery. Et on est aussi en contact régulièrement avec des équipes produits et des product managers. Donc on entend pas mal de problèmes remonter au sujet de l'organisation à distance. Et donc l'idée, c'est de vous partager un peu ce que nous, justement, on a pu mettre en place et les problématiques qu'on voit aussi auprès des équipes produits avec qui on discute. Sur l'organisation produit à distance, un petit mot. Donc, comme on le disait, c'est une tendance de fond qui dépasse largement la crise actuelle. Ce qu'on voit à travers ce petit sondage et qui est une tendance assez partagée, que ce soit en France ou dans le monde de façon générale, c'est qu'il y a une vraie attente des collaborateurs, en particulier dans les métiers tech et produits, pour justement pouvoir travailler à distance, pour tout un tas de raisons, parce que il y a des enjeux de productivité, il y a des enjeux de confort aussi et de conditions de travail qui peuvent être meilleures. Et ce que ça veut dire, c'est que au-delà de la situation actuelle, il faut le prendre absolument en considération quand on construit son organisation et en particulier son organisation produit, parce que ça va être une demande des gens que vous allez pouvoir recruter et qui vont arriver dans vos équipes, une demande de plus en plus forte, et ça va être une façon aussi d'attirer des talents de plus en plus facilement, y compris des talents qui peuvent travailler très, très loin de chez vous. Exactement. Pour revenir un peu sur cette tendance, je pense qu'elle a aussi commencé à exister depuis un moment et moi, ça fait des années que je vois ça. Dans une ancienne expérience professionnelle, on commençait déjà à mettre en place ce genre d'organisation. Au départ, on commençait par avoir plein de projets qui ont adopté des méthodologies agiles au sein de leurs équipes, comme Scrum, comme Kanban, pour pouvoir créer leurs produits, et qui, vite fait, ont commencé à se confronter à des problématiques liées à l'offshoreisation, par exemple. On avait des clients qui voulaient carrément mettre la moitié de leurs équipes en Inde ou autre part. Et donc, du coup, par contre, ils exigeaient le fait que tout continue à fonctionner comme avant.
Donc, en gros, ils nous disaient, bah, nous, on aime bien le fait de pouvoir se voir assez régulièrement, de pouvoir mettre des post-it, de savoir régulièrement où en est le produit, de partager les informations en temps réel. Et comment est-ce qu'on faisait ça alors qu'on n'était pas sur le même lieu? Du coup, on a commencé à se poser des questions déjà il y a quelques années. Et au fur et à mesure, on l'a fait sur un projet, 2 projets. On a commencé à avoir en fait des bonnes pratiques qui se dégageaient. Et globalement, bah, ces bonnes pratiques, quand on voyait qu'on les adaptait aussi sur d'autres projets, bah, le fonctionnement commençait à être très très bon sur des équipes produits à distance. Et du coup, bah, on a mis en place une méthodologie qu'on donnait aux clients et qu'on mettait en place. Donc aujourd'hui, je suis aussi un de mes clients, c'est un des grands acteurs du monde de télécom qui se trouve aussi dans un contexte un peu similaire. Donc c'est une grosse organisation produit. Il y a environ plus de 80 personnes qui travaillent dessus sur 3 sites dans le monde. Et du coup, bah, quand on met en place ce genre de méthodologie, on voit que, et de ces bonnes pratiques, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se dégager. Hop. Si on regarde du coup on part de cette tendance et qu'on regarde un peu forcément, puisqu'on fait du produit, les problèmes que ça peut poser, il y a évidemment des problèmes qui peuvent être liés au fait qu'on travaille chez soi et je pense que pour certains d'entre nous, très certainement, si le changement a été brutal, on a pu le vivre à cause de la situation actuelle. On va plutôt se concentrer sur les problèmes liés à l'organisation produit et au développement produit dans ce webinaire. Et en fait, on se rend compte que les principaux problèmes qui remontent sont des sujets qui sont éminemment liés au rôle des équipes produits et à la façon dont elles travaillent déjà, c'est-à-dire le sujet de la collaboration, forcément, à la fois à l'intérieur d'une équipe produit, product manager, product owner, etc., mais aussi les équipes produits avec les équipes métiers. Il y a le sujet qui en découle, qui est le sujet de la communication, puisque le fait de ne pas être dans le même bureau, vous avez pu vous en rendre compte, ça crée forcément des barrières à la communication qu'on a parfois tendance à essayer de dépasser. On en parlait justement tout à l'heure avec Reda en s'appelant et en passant des vidéoconférences dans tous les sens, ce qui en fait n'est pas efficace non plus. Donc ces problèmes, ils arrivent très rapidement dans une situation comme celle-ci et l'idée c'est de les prévoir, de les anticiper au maximum. Et en fait pour ça, nous, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que c'est difficile d'être à moitié dans une organisation à distance et à moitié dans une organisation on va dire physique sur place dans un siège, dans le sens où les process, en fait, soit ils marchent pour tout le monde et soit ils sont appliqués à tout le monde, soit ça ne fonctionne pas, en particulier dans le cadre d'une organisation produit où, encore une fois, on collabore avec de nombreuses personnes et de nombreux autres départements. Donc là, c'est un petit sondage qui avait été fait sur Twitter où on voit un peu les différents sujets qui remontent. Les principaux, encore une fois, pour nous, ce qu'on a pu voir, c'est collaboration, communication et transparence. Transparence notamment par rapport à où va le produit et à la roadmap, à la fois pour son équipe produit et pour les autres équipes. Alors, quelques points essentiels qu'on voulait soulever et après, justement, l'idée, c'est d'alimenter un peu la discussion et de voir quelles sont vos interrogations par rapport à ça. Il y a un premier plan qui, du coup, j'enchaîne sur la roadmap qui prend en fait une importance particulière dans le sens où la roadmap, quand on fait du produit, c'est ce qui donne à tout le monde la vision d'où va justement le produit, de quels sont les projets en cours, quel est leur statut, qui travaille sur ces projets. Et ça, en termes d'alignement des équipes, c'est très important et ça devient d'autant plus important. Donc, si aujourd'hui, on est dans une organisation où on fait des roadmaps, on va dire, statiques, dans des documents qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas partagés, qui ne sont pas clairs et suffisamment bien explicités, il faut repenser cette façon de faire et cette façon de communiquer la roadmap pour faire en sorte que cette roadmap, en fait, ce soit le point d'entrée pour tous les collaborateurs, pour savoir où va le produit, quels sont les chantiers en cours, quel est le statut et à qui il faut parler, typiquement à quel product manager, à quelle équipe, à quel feature team il faut parler quand on a besoin d'informations sur un sujet en particulier.
Et en fait, la transparence de la roadmap, c'est déjà un sujet de base dans le produit, mais ça devient encore plus critique quand on travaille à distance et que le collègue qui travaille d'habitude avec vous ne peut pas venir solliciter le produit pour avoir des informations sur un projet. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on peut appeler la feedback loop, c'est-à-dire en fait le flux de communication que vous allez avoir entre l'équipe produit et les clients et les autres équipes métiers. C'est-à-dire comment on fait notamment remonter des besoins de façon simple et efficace. Ça peut être des besoins qui viennent directement des clients pour alimenter la roadmap. Ça peut être des besoins des équipes métiers, donc par exemple d'une équipe support, d'un collaborateur sales, si on est en B2B, qui d'habitude va venir peut-être au bureau, vous taper sur l'épaule et vous demander où en est la fonctionnalité qui intéresse son client. Là, c'est plus possible. Donc, il faut penser cette remontée, ce flux d'informations pour qu'il fonctionne à distance et que ce soit clair pour tout le monde sur la façon dont ça fonctionne pour que ce flux d'informations soit bien efficace. Parce que sinon, comme dit, on perd du temps à échanger toujours des emails ou même si on travaille sur un outil comme Slack, c'est pareil, le risque, c'est que cette communication, elle parte dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à la canaliser et à la documenter suffisamment bien. Donc, c'est en lien avec la collaboration aussi avec les autres équipes. C'est changer un peu sa façon de fonctionner en termes culturels parce que c'est pas du tout évident. Enfin, ce qu'impose la culture et le travail à distance n'est pas forcément évident pour n'importe qui. Ça impose, on l'a dit, de communiquer de façon différente et peut-être de communiquer aussi de façon beaucoup plus proactive, c'est-à-dire avoir un maximum de choses qui sont écrites, qui sont transmises et qui sont enfin documentées. Parce que la communication, c'est pas uniquement de la communication directe. Et il faut que cette communication, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'elle doit être pensée pour être à la fois efficace et directe quand c'est nécessaire. Et ça peut passer par Slack ou même par des emails. Mais elle doit aussi être documentée pour favoriser le travail en asynchrone, ce qu'on appelle en asynchrone, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui travaillent pas forcément en même temps et qui ont des interdépendances les unes avec les autres, voire des équipes qui travaillent aux quatre coins de la Terre. Et dans ce cas, il faut que le travail de chaque équipe soit bien documenté. Donc, par exemple, quand on lance un chantier sur un nouveau projet, une nouvelle fonctionnalité, que tout soit extrêmement bien documenté pour que chacun puisse travailler en toute autonomie, ne pas dépendre des autres, qu'il n'y ait pas de point de blocage et que cette information, encore une fois, elle soit transparente et bien partagée à tout le monde. Yes. Au niveau de l'adaptation de la culture aussi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup revenir et en fait qui a beaucoup marché sur l'adaptation de la culture à distance, c'est vraiment la virtualisation. Comme je vous disais, sur nos premières expériences d'organisation produit à distance, une des exigences, c'est ouais, écoutez, on fonctionnait très bien en local, bah, on veut fonctionner pareil, mais à distance. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a mis en place de la virtualisation. Et je pense que c'est super important pour des équipes qui travaillaient d'abord au local et qui travaillent aujourd'hui à distance, de virtualiser un peu tout l'espace qu'ils avaient. Parce que ce qui est intéressant quand on est colocalisé à la base, c'est qu'on se voit, on se parle, on a pas mal d'informations qui tournent autour de nous, on met en place du management visuel, on a des tableaux de post-it partout, on a pas mal d'informations en fait visuelles qu'on a et qu'on ne retrouve pas quand on est un peu isolé chez soi ou alors dans des équipes complètement différentes. Et le but, là, c'est vraiment de trouver des moyens de pouvoir virtualiser tout ça. Donc, ce qu'on faisait, par exemple, c'était mettre en place des espaces des espaces de réunion virtuelles communes. Donc, ça veut dire qu'on mettait une grande télé avec une grande caméra et les gens se voyaient en grand. Donc, ils avaient l'impression juste d'avoir une fenêtre sur le distant et que les gens n'étaient plus forcément à des milliers de kilomètres, mais juste derrière une vitre. Donc, déjà, ça permettait d'avoir une proximité qui se créait à ce niveau-là. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de virtualiser tout ce qui est potentiellement virtualisable. Ensuite, comme disait Valentin, c'est vraiment la communication. Et qui est un point essentiel sur ce genre d'organisation. Et je rajouterais même, c'est avoir une communication, mais communication forte. Et ça passe par bannir tous les moyens de communication faibles. Et le premier qui me vient en tête, c'est le mail. Donc, évitez d'envoyer un mail tant que possible. Un mail, c'est fait simplement pour pouvoir asseoir quelque chose, pour pouvoir mettre sur écrit une décision et tout simplement pas pouvoir discuter, pas pouvoir échanger. Pour ça, utilisez des logiciels de communication. Vous avez Slack. Sinon,
ce que vous pouvez faire, c'est vous téléphoner directement à la personne et encore mieux, c'est vous privilégier la visio dès qu'il y a un truc. Dès que vous pouvez poser une question à quelqu'un, n'hésitez pas, appelez-le en visio, ça va pouvoir déjà créer plus de liens avec la personne, maintenir sur lien et surtout, vous aurez une relation de confiance qui va se baser sur ça. Et il y a autre chose aussi qui marche très, très bien dans ce genre d'équipes qui sont un peu distribuées, c'est la collaboration. Donc essayez au maximum de travailler en groupe ou par pair, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir siloté au travail. Parce que quand on se sent un peu siloté au travail, on perd un peu de la motivation, etc. Donc, essayez vraiment de travailler en groupe, en mettant en place du binomage, en faisant des ateliers de temps en temps. Pour les développeurs, mettre en place du pair programming, du mob programming, tout ce genre de choses qui permettent de travailler ensemble et de ne plus se sentir siloté et de pouvoir garder sa motivation au maximum. Ensuite, il y a le dernier point sur lequel on voulait revenir, c'était comment justement bien organiser ces équipes, comment bien gérer justement ces équipes produits. Déjà, pour pouvoir travailler efficacement en tant qu'organisation produit, il faut vraiment qu'il y ait des équipes autonomes. Pourquoi on dit des équipes autonomes? C'est parce qu'il y a une grosse problématique qui revient dans ce genre d'organisation, c'est les dépendances. Il n'y a rien de pire qu'avoir en fait des travaux qui sont bloqués parce qu'on a des dépendances par rapport aux autres équipes. Et le but, justement, dans une organisation comme ça, c'est que chaque équipe puisse être complètement indépendante pour pouvoir travailler sur sa partie du produit. On peut s'inspirer des grandes organisations qui utilisent ce genre de modèle. On a Spotify, Doctolib, pour ne citer que, par exemple, qui fonctionnent sous ce format. En gros, en fait, chaque équipe a sa responsabilité d'une partie de produit et peut travailler vraiment en minimisant au maximum ses impacts et ses dépendances sur les autres équipes. Il y a autre chose aussi qui est intéressant de garder, c'est vraiment ces cérémonies. Quand je dis cérémonie, c'est le but de garder des rituels qui soient récurrents, qu'on va utiliser en visio, qui vont permettre d'accroître, comme on disait, la collaboration, la motivation, le travail en groupe, mais surtout l'esprit d'équipe. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut énormément garder dans ce genre d'organisation qui travaille à distance, c'est l'esprit d'équipe qu'on peut vite perdre si on ne travaille pas ensemble. Donc le but de garder des cérémonies et des rituels récurrents permet de continuer à garder un peu cet esprit d'équipe. Chose aussi très importante, des règles de gestion. Quand on est en local, on a des règles qui sont tacites, qu'on applique au fur et à mesure et qu'on peut se rappeler au fur et à mesure de la journée. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille chacun un peu de son côté. Donc, par exemple, je pense à quand on va, si on rentre un peu dans le détail, quand on va pouvoir quand on fait du développement, il faut absolument respecter la definition of ready, la definition of done, par exemple, savoir quand un travail peut être commencé scrupuleusement et quand il est fini, et ne pas un peu s'écarter des règles. Chose Bon, je le dis quand même, qu'on peut faire quand on est en local, parce que on peut aller voir son collègue, dire bon allez, ça je peux le faire plus tard ou un truc comme ça. Donc il y a une communication un peu plus directe. Là, comme il n'y a pas forcément de cette communication qui existe, le but c'est vraiment de mettre en place des règles qui permettent d'être respectées pour tout le monde et que la machine fonctionne bien. Par exemple, il y a d'autres choses, c'est mettre en place chaque fois qu'on a des demandes de fonctionnalité, c'est d'avoir des wireframes et des maquettes qui sont systématiques parce que ça permet d'avoir une vision de ce qu'on veut partager. En local, on peut aller demander où est-ce que tu veux le bouton, de quelle couleur, etc. Là, le but, c'est de partager cette information par écrit. Et ça revient au point que disait Valentin, c'est une documentation systématique pour pouvoir retrouver l'information à chaque fois. Et le dernier point sur lequel je rajouterai, qui a quand même un énorme bonus et qui, dans les organisations que moi je connais, fonctionne assez bien, c'est la facilitation. En gros, c'est comme un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui a une vision un peu sortie du delivery et qui permet un peu de chapeauter l'organisation totale, le fonctionnement global, qui puisse un peu donner un coup de main aux équipes quand elles ont besoin dans leur quotidien, qui va être quelqu'un qui va les relever de tous leurs pain points, et surtout de bosser sur l'amélioration continue. Parce qu'une organisation produit ne se crée pas en un jour, elle se crée au fur et à mesure. On teste, on adapte, on teste, on adapte. Et justement, avoir quelqu'un qui vous permet de tester, d'adapter et de fonctionner d'une manière optimale. Avoir un facilitateur dans une équipe, dans une organisation, ça marche très très bien. Donc quand je dis facilitateur, ça peut être aussi bien un coach ou un Scrum Master. Je reviens rapidement sur l'aspect documentation parce que
pense que ça englobe un peu tout ce qu'on a dit et qu'une fois qu'on a identifié justement les nouveaux process et les nouvelles habitudes qu'on a envie de mettre en place, ce qui est vraiment important, c'est de le documenter de façon très précise. Et encore une fois, je pense que c'est pas du tout naturel et évident pour chacun d'entre nous parce que ça implique un effort, ça implique une capacité aussi à documenter et à exprimer les choses à l'écrit pour que ce soit partagé. Et cette culture, pour que ça marche, il faut vraiment qu'elle soit adaptée, enfin qu'elle soit adoptée à l'échelle de l'organisation dans son ensemble. Et là, je reviens sur le fait que si on le fait à moitié, si c'est qu'une équipe et que ce n'est pas toute l'organisation qui fonctionne à distance, qui fonctionne avec les process à distance, en général, ça ne fonctionne pas. Et je vous invite à regarder d'ailleurs ce qui est écrit GitLab sur le sujet du travail à distance, parce que c'est une organisation qui travaille à distance à l'échelle et depuis très longtemps, et qui a produit pas mal de documentation là-dessus. Rapidement, quelques tips. Après, je pense qu'on passera sur vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà un certain nombre. Donc, pour revenir sur l'aspect communication, nous, on a vu qu'il fallait vraiment faire l'effort de communiquer plus que d'habitude et se forcer à écrire les choses. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire à la fois communiquer sur ce qu'on fait, à la fois communiquer sur quand on lance un nouveau projet, communiquer sur l'avancée du projet en question, communiquer par exemple quand on lance des sessions de tests utilisateurs pour aussi faire en sorte que d'autres collaborateurs puissent y rejoindre, communiquer quand on fait évoluer la roadmap. Tout ça, ça devient d'autant plus important dans une organisation produit à distance. Et c'est un effort, c'est vraiment un effort qu'il faut faire. Et nous, on a vu que plus on communique, plus ça crée aussi une émulation, plus ça crée une motivation dans des équipes qui ne sont pas forcément ensemble au jour le jour, ce qui est aussi très important. Qui va de pair avec la communication, donc transparence, pensez la roadmap de votre produit, encore une fois, l'objet roadmap a peut-être une importance particulière, enfin, sans doute une importance particulière par rapport au reste. Et donc, la question, c'est comment on rend cet objet vraiment transparent, comment on en fait une porte d'entrée pour que chacun puisse trouver l'information dont il a besoin quand il en a besoin et ne jamais rester bloqué et surtout savoir où va le produit et donc aussi où va la boîte. Repenser à partir de ça ces process. Ça ne veut pas forcément dire repartir de zéro, mais en tout cas, comme le disait Reda, c'est toujours une itération, comme quand on fait du produit d'ailleurs. Et je pense que c'est assez intéressant de penser son organisation produit comme on pense un produit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire interroger vos utilisateurs, c'est-à-dire vos collaborateurs, sur les problèmes rencontrés et les difficultés et comment vous pouvez résoudre ces problèmes dans votre organisation. Donc nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des questionnaires ou des one-to-one assez réguliers entre nous pour savoir, et on l'a mis en place d'autant plus, on va dire, pendant cette période-là, pour savoir comment vont les équipes, quelles difficultés elles rencontrent, et rapidement pouvoir déduire de ça une liste d'actions pour améliorer l'organisation. Et du coup, pour arriver à tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, une des grosses importances, c'est la virtualisation. Et pour pouvoir arriver à une virtualisation qui soit optimum, c'est de bien s'outiller. Donc le but, c'est d'avoir de bons outils pour pouvoir travailler à distance. Rien qu'avoir un logiciel de communication comme on est en train de le faire actuellement avec Zoom, c'est quelque chose qui est important. Ça permet d'avoir une fluidité au niveau de la parole, de pouvoir partager des documents assez facilement, d'avoir aussi des produits des outils de gestion de produits qui sont efficaces, comme Harvester par exemple. Je ne sais pas pourquoi je cite celui-là par exemple. D'autres aussi, comme qu'on utilise aussi Miro, IOBA. On avait aussi quelque chose qui était assez intéressant qui s'appelait Libim, qui permettait de rendre n'importe quel écran tactile. Et du coup, ça nous permettait avec un stylet de pouvoir dessiner dessus. Et du coup, ça améliore en fait tous les processus d'interaction. Donc n'hésitez pas à trouver les bons outils qui correspondent aussi à votre organisation et à votre besoin. Comme je disais, l'amélioration continue est primordiale. Ne pas se poser sur ses lauriers et se dire que son organisation est optimum et marche d'une bonne manière. Comme disait Valentin, repenser son organisation comme un produit et toujours essayer de l'améliorer. Ne pas oublier de participer à des communautés pour justement casser cet effet de silo.
faire partie d'une communauté comme on pourrait le faire dans une guilde de développeurs, de PO, etc. Ça permet d'échanger avec ses pairs sur les bonnes pratiques et de monter soi-même en compétences et surtout de garder un lien avec toutes les strates de son organisation, on va dire. Et tout ça, en fait, ça va permettre de garder un lien fort entre les personnes. Parce que le but ici, dans une organisation produit efficace, c'est aussi avoir un sentiment d'appartenance fort à son entreprise. Donc, qui dit un sentiment d'appartenance fort à son entreprise, dit qu'on est motivé pour pouvoir créer un produit à succès, pour voir qu'on est motivé et donc qu'on veut créer un produit à succès parce qu'on a tous le même objectif. Bah, du coup, on va s'arrêter là au niveau de la présentation. Je vous propose de passer directement à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce que vous venez d'entendre, si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, ou bien si vous avez des cas précis que vous voulez remonter, etc. Je sais qu'il y en a un certain nombre, donc du coup, on va commencer à les traiter. Valentin, si tu veux commencer la première. Ouais, je les prends dans l'ordre. Du coup, avez-vous maintenu toutes les cérémonies habituelles à distance? Alors, dans notre cas, comme dit, on était déjà dans une organisation à distance, donc ça n'a pas forcément changé grand-chose. Ce qu'on fait en termes de cérémonie produit, c'est qu'une fois par semaine, déjà le lundi, on a une réunion de kick-off tous ensemble, c'est-à-dire toute l'équipe, pas juste la partie produit. Et on fait un débrief sur ce qui a été fait la semaine précédente au niveau du produit, justement, l'avancée des différents projets, ce qui va être fait cette semaine. C'est un format assez court. Et je pense que ce qui est important aussi dans ces cérémonies, c'est de les timer de façon assez précise pour pas que ça s'éternise et rester justement efficace et bien avancé. Et donc nous, ça dure à peu près une quinzaine de minutes uniquement pour la partie produit et après on a une autre quinzaine de minutes sur d'autres sujets. Donc c'est assez court et ça permet de donner un overview et de savoir qui fait quoi pour la semaine à venir. Après, je peux en citer deux autres. Il y en a une qu'on appelle, disons, le Product Roadmap Meeting. C'est à chaque fois qu'on commence une nouvelle phase de roadmap, on présente les projets à l'ensemble de l'équipe, encore une fois. C'est pour ça que je pense que l'organisation produit, elle doit penser aussi ce qui dépasse le produit et les autres équipes, et en particulier les équipes métiers. Et donc, on détaille un peu les gros chantiers qui vont arriver, mais en n'arrivant pas avec des choses vagues. L'idée, c'est d'avoir une idée déjà assez, enfin, relativement précise des fonctionnalités sur lesquelles, ou des problèmes sur lesquels on est en train de travailler, pour pouvoir faire réagir les autres équipes et pouvoir leur montrer une direction déjà sur ce qui va être fait. Et donc ça, encore une fois, ça permet d'aligner tout le monde, ça permet de savoir vers où on va, ça permet de faire réagir les gens et éventuellement de débloquer un certain nombre de problèmes pendant cette réunion-là, avant qu'on commence à travailler sur les projets. Et on a une dernière réunion par rapport à ça à la fin de développement d'un projet. C'est une réunion de ce qu'on appelle product demo, c'est-à-dire qu'on va encore une fois réunir en général quasiment toute l'équipe, ou en tout cas ceux qui veulent être présents, pour présenter les projets qui vont sortir. Et donc ça, c'est l'équipe tech plutôt, voire produit, qui s'en occupe, qui présente ce qui a été fait. Et là, ça permet encore une fois de donner de la visibilité sur ce qui a été fait et de résoudre les éventuels points bloquants, s'il y en a encore, avant que ce soit lancé en test ou en production. Nous, du coup, au sein de nos équipes, on a gardé toutes nos cérémonies Scrum qu'on avait, que ce soit aussi bien le planning que la rétrospective qui est importante. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur la rétrospective. On a remarqué que des fois, c'est vrai que quand on est en local, la rétrospective a beaucoup tendance à être tournée autour du delivery, sur comment l'améliorer, etc. Et là, globalement, sur les premières semaines du confinement, on a remarqué qu'en fait, c'était hyper intéressant parce qu'elle tournait beaucoup plus sur l'organisation, sur la motivation, etc. Par exemple, moi, j'avais des gens dans des équipes qui arrivaient en disant au bout de la troisième semaine, je suis complètement démotivé, j'arrive pas à bosser tout seul, donc je ne sais pas du tout quoi faire. Et en fait, on tournait vraiment toute la rétrospective sur comment garder un peu cet état d'esprit qu'on avait, le fait de boire des cafés ensemble, etc. Donc on a mis en place pas mal de mesures pour pouvoir remonter un peu la motivation des troupes. Donc en mettant par exemple des cafés virtuels tous les matins, en faisant des sessions jeux le soir, des sessions sport, etc. Donc ça permet vraiment aussi de répondre à ce genre de choses dans certains cas.
On passe à la question suivante. Vos top 3 outils pour bien travailler à distance. Valentin? Euh, pour reprendre du coup ce qu'on disait bah, sur la partie communication, nous on utilise, enfin on va dire la communication, un peu le flux continu de communication, on utilise Slack, euh, qui permet d'échanger, on va dire, au quotidien. Après, le risque qu'il peut y avoir avec ce type d'outil, c'est que ça devienne rapidement un peu le bordel et que on s'en sort plus trop sur qui dit quoi et où est-ce qu'on va chercher l'information. C'est pour ça que, à côté de ça, c'est important, je pense, d'avoir un outil pour documenter les choses. Donc, nous, on utilise Notion pour ça. Donc, pour documenter les process au-delà même du produit, tout ce qui doit être écrit quelque part et documenté, ça se fait dans Notion. Et puis, bah, en troisième, je vais mettre Harvester, forcément. Moi, de mon côté, mon top 3, effectivement, je te rejoins sur Slack. C'est l'outil qu'on utilise partout et vraiment, on voit la différence quand on met Slack par rapport à d'autres outils de communication one-to-one ou autres. Le fait de pouvoir vraiment créer des groupes de travail liés aux discussions, en plus d'avoir du partage de docs, etc. Et surtout avoir de l'historique, ça c'est super important. Le deuxième, ben, Zoom, forcément, on l'utilise à tout bout de champ pour nos communications, c'est assez ergonomique, etc. On utilise aussi, dans le même cas, Google Meet, qui marche assez bien. Zoom a juste quelques, intègre quelques fonctionnalités en plus qui sont sympas pour disposer les images des gens, etc., que moi j'aime bien personnellement. Et le troisième, j'utilise énormément Miro. Pourquoi Miro? C'est vraiment pour pouvoir faire de la co-conception, du co-design, le fait d'avoir un espace, on va dire, libre pour pouvoir s'exprimer en mettant des post-it, etc. Ça permet vraiment de mettre en place des rétrospectives qui sont géniales sous différents formats. En fait, tout ce qu'on pourrait faire sur un tableau blanc, on pourrait le faire sur Miro. Et pourquoi Miro en particulier par rapport aux autres? C'est parce que la version gratuite est déjà pas mal et ça permet d'inviter déjà un certain nombre de gens et de contribuer comme on peut. Alors, question suivante. Ça, tu en avais parlé un peu, Valentin, mais si tu veux un peu rappeler les grosses lignes. Quelles sont les principales difficultés pour vous du 100% remote? Les principales difficultés du 100% remote, je pense que la première, en tout cas nous, ce qu'on a pu voir chez nous et dans les équipes produits de façon générale, c'est l'aspect, disons, communication. Parce que ça implique, au-delà des outils qu'on met en place, que ce soit Slack ou autre, d'avoir des process bien définis pour qu'est-ce qui se dit par exemple dans Slack, qu'est-ce qui se dit par email et qu'est-ce qui se dit qu'est-ce qui se documente dans un outil comme Notion. Donc ça, c'est une difficulté parce que ça implique d'être pensé avant pour que ça ne devienne pas le bordel ensuite. Par exemple, nous, on utilise très peu l'email entre nous ou alors pour des choses très formelles dont on sait qu'il faut qu'il soit documenté, enfin en tout cas partagé rapidement à tout le monde et documenté pour ne pas être perdu dans un fil de conversation Slack. Et, la communication, au-delà de ce dont je viens de parler, la communication entre le produit et les équipes métiers. Parce que quand on est à distance et qu'on n'est pas avec les personnes de son équipe support, service client, customer success, sales, il faut aussi penser à cette communication pour qu'elle fonctionne bien avec le produit. Donc, comment on fait, par exemple, pour que les besoins remontent facilement des équipes métiers vers le produit? Comment on fait pour que le produit puisse communiquer en retour sur les avancées des différents chantiers auprès des équipes métiers? Ça, c'est les grosses difficultés qu'on a pu voir. Vas-y, je te laisse enchaîner, Reda. Ouais, globalement, nous, les difficultés qu'on rencontre principalement, c'est, comme je dis, cet effet de démotivation générale parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. En fait, c'est surtout pour les organisations qui passent d'un modèle colocalisé à un modèle distribué. Si on a l'habitude de travailler ensemble et là, du coup, ben, les circonstances font qu'on doit travailler tout seul ou être séparé. Du coup, ben, on a du mal à garder, si on a du mal à garder ce lien et qu'on n'arrive pas justement à garder cette relation un peu forte entre les gens,
les gens ont plus du mal à travailler dans ce modèle-là. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup s'adapter et du coup, bah, surveiller ce côté-là. Sinon, de l'autre côté, c'est quand on crée en fait une organisation qui est directement, on va dire, pas colocalisée, donc qui va être directement à distance. C'est comment faire pour que des gens qui ne se connaissent pas puissent travailler ensemble. Donc on a eu le cas, par exemple, sur les projets qu'on a accompagnés où il y a eu beaucoup d'offshoreisation. Donc là, en fait, le but, c'était de monter des équipes dans 2 pays complètement différents, avec des gens qui ne se connaissent pas, avec on va dire des fuseaux horaires, différents. Donc déjà ça, c'est une problématique. Mais surtout, en fait, quand les gens ne se connaissent pas, comment faire en sorte qu'ils se fassent confiance et du coup qu'ils puissent travailler ensemble. Donc du coup, là on avait c'était pas le coronavirus, on pouvait encore bouger. De temps en temps, le but, c'était vraiment de faire du team building et ça, c'est très important. Faites du team building dans votre équipe. Vous pouvez aussi le faire à distance. Il y a plein de choses. Vous pouvez faire des sessions sport ensemble, vous pouvez jouer à des jeux ensemble, etc. Mais ne gardez pas en tête qu'une équipe est faite que pour faire du delivery. Ce qui fait la motivation d'une équipe, c'est aussi de se connaître, de se faire confiance et de se voir. Donc du coup, mettez la visio dès que vous pouvez et faites du team building pour pouvoir garder un lien fort et pour pouvoir garder une motivation au maximum. Ouais, je rajoute peut-être un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est forcément c'est le recrutement aussi. Donc, comment faire pour recruter des personnes qui vont travailler à distance? Je pense que travailler à distance, ça requiert, à mon avis, certaines qualités et compétences qu'il faut aller chercher, notamment l'autonomie, cette aptitude justement à communiquer sur ce qu'on fait de façon claire auprès de son équipe. Et c'est des process aussi qui sont pas du tout évidents versus quand on peut se permettre de rencontrer des candidats dans ces bureaux, de passer du temps avec eux. Si on se met à recruter 100% à distance, ça devient tout de suite une autre histoire. Donc c'est aussi une difficulté qu'on a vue. Et après, c'est quand cette personne-là, elle arrive dans l'équipe, si elle travaille à distance, comment on fait pour qu'elle soit onboardée de façon satisfaisante. Et du coup, on en revient au sujet de la documentation, de faire en sorte que quand cette personne arrive, elle ait accès directement à toute l'information dont elle a besoin pour être opérationnelle et efficace rapidement. Et donc, nous, typiquement, on a conçu ce qu'on appelle un product playbook, où en fait, on résume dans un document l'ensemble des choses qu'il faut savoir sur comment fonctionne notre organisation produit, comment on construit notre roadmap, comment on prend nos décisions, qui est responsable de quoi, quels sont par exemple les templates qu'on utilise pour je sais pas, spécifier des fonctionnalités, pour réfléchir à des problèmes, quels sont les outils qu'on utilise. Et donc tout ça, on l'a documenté, centralisé dans un seul endroit. Et ça permet, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, que ce soit en produit ou autre, mais là en particulier en produit, de lui donner accès directement à toute la connaissance dont elle a besoin pour commencer rapidement, même si elle n'est pas à côté de nous. Tout à fait. Autre question du coup, à votre avis, le confinement va-t-il introduire de nouveaux usages dans les entreprises du product? Déjà, à mon avis, sur ça, c'est qu'on voit déjà que la plupart des entreprises arrivent à savoir que c'est possible de travailler à distance, chose qu'elles imaginaient même pas au départ. J'entendais des amis à moi qui travaillaient dans certaines entreprises qui disaient nous, on a 0 jour de télétravail, ou alors c'est pas du tout autorisé, etc. Je pense que c'était beaucoup plus par méconnaissance. Et il y avait sûrement des biais à l'époque qui disaient que les gens, quand ils sont chez eux, ils sont pas efficaces, etc. Alors que là, on voit que c'est complètement le contraire. J'ai rencontré pas mal de personnes depuis le début du confinement qui disent: «Moi, je n'ai jamais travaillé aussi efficacement que maintenant, je travaille limite 2 fois plus avant, enfin, je délivre 2 fois plus avant et cetera. C'est hyper intéressant, les gens se rendent dispo, ils arrivent à l'heure en réunion, ils partent à l'heure en réunion». Donc là, je pense qu'on a un changement de mentalité qui dit que travailler à distance permet non seulement d'être plus efficace quand on est en colocalisé, heu, mais surtout, ça apporte aussi de la valeur. Et comme tu disais Valentin aussi, il y a de nouveaux usages qui arrivent suite à ça, c'est le fait de se baquer. Avant, on n'avait pas forcément l'occasion de se dire: «Allez, on va faire de la documentation, on va partager des connaissances ensemble et cetera, on le fera plus tard». Alors que maintenant, on doit faire ça, on doit mettre beaucoup plus de choses par écrit, on doit pérenniser certaines choses parce qu'on n'a plus les possibilités de les communiquer directement avec les personnes. Donc il y a de nouveaux usages qui apparaissent là-dessus et il y a aussi un truc
qu'on voit dans les entreprises colocalisées en général, c'est ce qu'on appelle le buzz factor. Globalement, c'est une personne qui possède toute la connaissance, qui n'a pas forcément l'habitude de la documenter. Et du coup, quand cette personne part, toute la compétence part avec. Là, le but, on voit qu'en introduisant des notions obligatoires comme la documentation, le partage, la montée en compétences croisées, etc., on a tous ces biais qui disparaissent. Et je rebondirais peut-être en disant qu'au-delà de ce que ça va changer dans les entreprises produits, c'est aussi se demander ce que ça va changer pour les utilisateurs de vos produits et vos clients, parce que c'est sûr que ça va changer, ça a déjà changé des choses de façon assez radicale. Nous, par exemple, on sait que dans notre produit, on a justement une notion de collaboration à distance pour les équipes et on se dit que, et on a déjà commencé à le faire avec le confinement, qu'il faut penser au maximum ces nouveaux usages-là qui vont aller croissant et du coup se demander comment, moi, dans mon produit, je peux faciliter justement la collaboration à distance et le fait que les gens travaillent de chez eux, qui va être un usage de plus en plus important. Donc il y a à la fois les nouveaux usages dans, dans la collaboration de son équipe et aussi se demander quels sont les usages nouveaux de ses clients et interroger et parler au maximum avec vos clients et vos utilisateurs, surtout maintenant, pour anticiper ce qui va arriver. Tout à fait. Alors, question suivante. Quel outil utilisez-vous pour suivre votre roadmap à grosse maille, plus largement que le sprint backlog, par exemple? Alors moi, j'utilise mon outil. Très bien. J'utilise mon outil pour faire ça. C'est vrai qu'il s'y prête assez bien. Moi, de mon côté, on utilise Miro. Miro, c'est donc effectivement, on a Jira pour suivre un peu tout ce qui est sprint backlog, etc. Mais sinon, on utilise Miro parce que ça permet de recréer un peu un mur digital où on va afficher les grosses fonctionnalités, les suivre dans un tableau Kanban et ça se fait assez bien. Ensuite, aujourd'hui, voyez-vous déjà un impact du confinement sur vos produits et avez-vous réussi à maintenir du lien avec vos users? Valentin, je pense que tu peux en Ouais. partager ton expérience là-dessus. L'impact du confinement, ce qu'on a vu, nous, c'est une croissance du coup assez rapide en France, notamment entre la première et la deuxième semaine du confinement, sur la partie collaborative justement de l'outil, donc notamment des commentaires, des mentions entre collègues qui du coup profitent de la plateforme pour échanger à distance. Ça, c'est la première chose. On a vu aussi, donc dans notre outil, il y a toute une partie de l'outil qui permet d'optimiser la gestion des feedbacks utilisateurs. Et on a vu que en fait, nos clients recevaient plus de feedback entre justement le début et la deuxième semaine du confinement. Donc ça veut dire plus d'usage a priori sur leurs produits, parce que c'est principalement des produits digitaux. Et donc plus de retours qu'il faut savoir prendre en compte et intégrer rapidement pour justement délivrer une bonne expérience au moment où les utilisateurs ont peut-être le plus besoin et aussi prendre en compte les retours qui vont exprimer des besoins pour la suite et pour le moyen terme avec des usages du coup, qui sont en train de changer pas mal. Et après, maintenir le lien avec vos users, ça c'est aussi un autre challenge justement sur, je pense, quand on a une organisation produit, une organisation produit à distance, c'est comment on maintient le lien avec ses collaborateurs, mais comment on maintient aussi le lien avec ses clients, avec ses utilisateurs. Je pense que nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de communiquer très rapidement auprès de nos utilisateurs pour essayer de déclencher justement des actions qui allaient pouvoir les aider. Donc, par exemple, on a offert un nombre de sièges illimité pendant quelques mois pour que les gens puissent s'adapter au travail à distance et inviter des nouveaux collaborateurs sur notre outil sans que ce soit bloquant et qu'ils se retrouvent dans une situation embêtante. On a proposé aussi des offres gratuites à un certain nombre d'entreprises et on a essayé de penser rapidement, tiens, quelle fonctionnalité de notre roadmap qui était là et qui était peut-être pas prioritaire, quelles fonctionnalités on peut prioriser pour aider justement nos clients, nos utilisateurs à travailler à distance. Et donc, par exemple, on a sorti tout le début du confinement un plugin Chrome qui facilite la remontée d'informations et notamment la remontée de feedback depuis les équipes métiers vers le produit.
Et du coup, ça enchaîne un peu sur la question suivante. Est-ce que, pour toi, Valentin, le fait que vous soyez une organisation vraiment orientée produit à distance, enfin orientée produit, facilite le travail à distance? Moi, je pense que oui. Euh, enfin, je suis même sûr que oui, Ça s'y prête. parce que ça s'y prête carrément. Quand on fait du produit, ce qui est clé, qu'on soit à distance ou pas à distance, déjà de base, c'est l'aspect collaboratif. Donc, comment on fait pour pas construire une roadmap dans sa tour d'ivoire, mais comment on fait pour la construire avec l'ensemble de l'équipe produit, avec les équipes métiers, avec le management, etc. Donc la collaboration de base est déjà importante quand on est une organisation produit. Et donc normalement, quand on passe à distance, ça doit rester un point essentiel. Et pareil pour la partie communication. Donc normalement, quand on fait du produit, déjà, qu'on soit à distance ou pas, étant donné qu'on collabore avec de nombreuses équipes, de nombreux métiers, on doit déjà être performant et très bon dans la communication. Et donc, en fait, bah, le travail à distance, ça fait que accentuer ça et ça permet justement, et ça, on le voit pas mal, c'est un bon test pour savoir si vos process produits, justement, sont robustes et sont bien pensés. Parce que s'ils le sont, le travail à distance, normalement, ne doit pas poser de problème. Je suis d'accord. Du coup, on va prendre encore deux questions, je pense, avant de clore ce Q&A. Alors, du coup, le à distance marche parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Comment ça se passera lors du déconfinement pour gérer les deux niveaux de communication entre ceux qui sont à distance et ceux en présentiel? À mon avis, aujourd'hui, on a déjà des équipes qui fonctionnent comme ça. On a déjà des équipes qui, on va dire, font moitié de télétravail, enfin, aujourd'hui. Plus avant, aujourd'hui, il y avait des équipes qui étaient localisées, où on avait toujours en fait une ou deux personnes qui étaient en télétravail, etc. Donc le but, comme je dis, c'est toujours de penser comme si on devait être tous en full télétravail. Donc virtualiser un maximum, augmenter les moyens de communication et au final intégrer tout le monde comme s'ils étaient en mode local. Le secret pour moi, c'est vraiment garder ce fonctionnement local mais à distance. Valentin, je ne sais pas si vous, tu me disais que vous aviez une partie qui bossait justement de différentes, différentes villes et vous aviez une autre partie qui avait des bureaux à Paris. Comment est-ce que vous faites Ouais, pour gérer ça? ouais. Bah, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est-à-dire que forcément, quand on est une partie de l'équipe alors, on n'est pas forcément réunis systématiquement, mais disons, on a des bureaux à Paris, mais en tout cas, quand on est les uns à côté des autres, si on se parle, on va pas se dire, bah, écris-moi sur Slack, c'est un peu bizarre. Mais par contre, ce qu'on fait absolument, c'est dès qu'il y a une information qui est importante, qui doit être capturée et partagée, à ce moment-là, on fait en sorte de la partager, soit dans Slack, soit de la documenter justement dans Notion, dans notre cas. Et c'est très important de faire ça parce que, comme dit, sinon, il y a un certain nombre d'informations qui vont que rester au sein de l'équipe qui est ensemble et qui se voit et qui ne sera pas partagée au reste de l'équipe. Du coup, va d'une part se sentir probablement démotivé, voire exclu. Et vous allez perdre beaucoup en efficacité et en visibilité. Donc l'idée, c'est que même s'il y a une partie qui est ensemble, faire en sorte quand même d'avoir une rigueur sur qu'est-ce qui doit être partagé et documenté. Tout à fait. Du coup, dernière question, question un peu bonus. La crise sans précédent qu'on va affronter à la sortie du confinement va-t-elle faire émerger les organisations orientées produits? Alors, n'ayant pas de boule de cristal, c'est difficile à dire, mais la crise sans précédent, c'est sûr que les choses vont être chamboulées de façon assez profonde, à la fois dans la façon dont on travaille et aussi économiquement. Et en fait, je pense que ça va faire émerger des organisations produits. En fait, on voit déjà que les organisations produits, comme, bah, je sais pas, on peut penser à Zoom, on peut penser à Slack, on peut penser à Notion, par exemple, qui sont des organisations éminemment produits. C'est aussi ce type d'outils qui ont vu leur usage croître fortement pendant la crise. Donc, c'est des entreprises qui sont digitales par nature, mais ce que ça veut dire, c'est que pour des industries plus traditionnelles, c'est comment je peux penser mon offre de produits et de services pour pouvoir justement
servir les besoins des usagers, y compris dans ce type de situation. Et donc ça passe a priori, enfin ça peut passer par le développement de produits et de services digitaux. Et donc en ce sens-là, ouais, je pense que la sortie du confinement et ce qui nous attend peut accélérer ce processus-là et inciter toutes les organisations à se penser en organisation produit parce que c'est plus efficace et en plus derrière à peut-être enrichir ou proposer de nouvelles offres de produits et services digitaux. Tout à fait. Et surtout, en fait, ce qui se cache un peu derrière le mot organisation produit et que aujourd'hui on voit émerger, et surtout le besoin, c'est un produit, une organisation produit s'adapte par rapport à ses utilisateurs. Et aujourd'hui, le but, c'est de créer des organisations qui puissent s'adapter très rapidement. Surtout quand on parle de crise sans précédent, ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va demain. Ça veut dire qu'on ne sait pas quels seront les usages qu'on devra faire demain. Et du coup, les organisations devront arrêter d'être en mode projet, de pouvoir prévoir des roadmaps fixes à 2 ans, parce qu'on sait que ça ne va plus marcher, parce qu'on sait qu'on ne sait plus que dans un mois, quels seront les usages, dans un mois, qu'est-ce qui marchera pas. Donc, du coup, devront plus être orientés produits pour pouvoir s'adapter très, très rapidement, répondre à la demande et pouvoir continuer à faire vivre leurs produits. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Il en reste certaines, mais du coup, vous inquiétez pas, nous allons y répondre plus tard. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces questions sur notre blog, sur lesquelles on va justement vous donner des réponses. On va aussi pouvoir, vous allez pouvoir aussi retrouver l'enregistrement de ce webinaire si vous n'avez pas participé depuis le début. Sinon, pour nous retrouver, donc effectivement, nous avons notre blog où il y a pas mal d'informations sur tout ce qui est product management, méthodologie agile, etc. Vous pouvez aussi avoir accès à une formation en ligne pour devenir product manager, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et du coup, Valentin. Et nous, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site et on a écrit récemment un guide sur le remote product management, du coup en anglais, où on parle de certains des sujets qu'on a abordés là avec des exemples, des bonnes pratiques. Et vous pouvez le trouver aussi sur notre site si ça vous intéresse. Super. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette 4e session de Ask Me Anything. Restez au courant en vous abonnant à Advisory sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines sessions. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Merci à tous.